Bonsoir. Confiner sans enfermer, c'est le nouvel oxymore du moment. Comment obliger les Français à rester chez eux tout en leur permettant d'aller dehors? Depuis ce week-end, c'est le dilemme devant lequel s'est mis le gouvernement. Mais la sortie de crise passera bel et bien par la vaccination, insiste-t-on de la part du même gouvernement. D'ailleurs, le mois prochain, 35 centres de vaccination géants vont être mis en place en France avec l'aide de l'armée. Ça tombe bien, un an après nous sommes en guerre d'Emmanuel Macron. Dans ce contexte, les élections départementales et régionales qui sont prévues en juin prochain pourront-elles avoir lieu? On va aborder toutes ces questions et bien d'autres avec notre invité d'aujourd'hui, Patrick Mignola. Bonsoir. Bonsoir, Francis. Vous êtes vice-président du MoDem, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Merci d'être dans Audition publique, le rendez-vous du lundi soir sur LCP, Public Sénat, avec le Figaro. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et on va d'abord parler du carnaval de Marseille, le vrai faux carnaval, parce que c'était un carnaval non autorisé. Il y a eu plus de 6000 personnes qui sont descendues dans les rues de façon spontanée, a priori. L'image a choqué pas mal de gens. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit qu'il va falloir des sanctions. Est-ce qu'à vos yeux, ça n'est pas finalement l'illustration du ras-le-bol d'un an de contraintes sanitaires? Vous avez raison, au fond, on en a tous assez. On voudrait que ce soit terminé. Mais une immense majorité de Français, c'est une surprise pour moi de tous les jours, appliquent les règles, font attention, prennent soin d'eux-mêmes, prennent soin des autres. Pour moi qui pense souvent qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, au fond. On est un peu choqués finalement de voir assez peu, alors que dans le premier confinement, on voyait souvent des gendarmes, les policiers Il faudrait plus de contrôle dans la rue. Moi je crois qu'il faut plus contrôler parce que quand tout le monde joue le jeu, il faut que les contrevenants soient sanctionnés. Donc Gérald Darmanin a raison, effectivement. Il faut qu'il y ait des comparutions immédiates, que des sanctions tombent. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, cette nouvelle forme de confinement. Mais là, ils font exprès de pas comprendre. C'est-à-dire que confiner sans enfermer, ça veut pas dire sortir dehors et faire n'importe quoi. Sur le carnaval de Marseille, parce qu'on va y revenir sur cette formule, sur le carnaval de Marseille, vous dites qu'il faut des sanctions, mais en même temps, un peu partout en France, renforcer les contrôles. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mais on n'en sortira que si on est solidaires ensemble. Et solidaires et contrôlés, si j'ai compris. Sont solidaires à 90 ou 95%. On peut pas. C'est un peu comme le code de la route avec les chauffards. On ne peut pas laisser 5 ou 10% des personnes faire n'importe quoi. Et là, de toute évidence, les images étaient très choquantes. Ce week-end, ça a quand même été le grand cafouillage autour de la nouvelle attestation de sortie dans les 16 départements qui sont confinés, même si on n'utilise plus ce mot aujourd'hui. Il y a eu 3 versions en 48 heures. C'est plus qu'un couac, là. Alors, en tant que membre de la majorité, est-ce que vous êtes prêt, vous, à couvrir ces couacs et à les justifier? Mais vous savez, moi je pense que l'attestation c'est une bonne idée parce que en fait ça nous permet tous, un peu comme le masque, de faire attention. C'est-à-dire quand on sort, si on doit faire une attestation, si on doit mettre un masque, forcément on va limiter nos interactions et on va prendre soin des autres. Après, je crois que notre pays va finir par crever si on ne fait pas quelque chose d'un principe de précaution qui est mal compris aujourd'hui. Le principe de précaution, c'est fait pour protéger les Français. C'est ce que doit faire tout responsable public quand il est aux responsabilités. On doit protéger les Français. Et là, ça n'est pas le cas. Mais le principe de précaution, c'est pas le principe de déresponsabilisation. On protège les autres, on se protège pas soi-même. Donc il faut arrêter les attestations. L'administration, non. Il faut qu'on arrête de faire du paplard pour du paplard. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que quand on peut faire tenir sur une page le motif de son déplacement, pourquoi en faire 2? Quand on peut faire un protocole de 10 pages, pourquoi faire 48 pages ou 66 pages? J'entends bien, Patrick Mignola, mais qui est responsable de ce couac? Parce qu'on dit c'est l'administration, mais qui donne des ordres à l'administration? D'abord, c'est le politique. Voilà. Donc le politique est responsable. Nous sommes responsables. Qui Aujourd'hui, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est qui? Dans chaque ministère, le ministre doit commander à son administration. À l'Assemblée nationale, les députés doivent décider de faire la loi, mais de veiller à son application. Les maires, quand ils prennent une disposition, doivent veiller à ce qu'elle s'applique. J'entends ce que vous dites, alors là, juin dernier, quand on a voulu réouvrir les écoles, on n'arrivait plus à trouver les ATSEM, les personnels non enseignants, parce que les maires ne savaient pas où ils étaient. Donc si je comprends bien, là, c'est le Premier ministre qui est responsable du couac. Moi, ce que je crois, fondamentalement, c'est que notre responsabilité, c'est que depuis le début de ce quinquennat, on n'a pas fait mieux que les quinquennats précédents. On n'a pas fait mieux que les législatures précédentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas su réformer l'administration de l'intérieur. Et donc, on a des fonctionnaires, moi je les défends toujours, parce que c'est facile de se moquer des fonctionnaires, mais on a des fonctionnaires qui sont compétents, qui sont engagés. Mais quand c'est une procédure éprouvée, ils savent faire. Quand c'est quelque chose de nouveau, et là c'était le cas, il fallait produire une attestation pour quelque chose de nouveau, là, le principe de précaution, c'est d'abord se protéger soi-même, ouvrir le parapluie, plutôt que protéger les autres. Et donc c'est faire 2 pages quand on pourra en faire qu'une, et c'est au fond en rajouter toujours plus. C'est incroyable que ce pays ait le génie de prendre des bonnes décisions, mais d'être capable de les appliquer en moins de 3 semaines.
Mais c'est de la faute des politiques, avez-vous dit. On va maintenant poursuivre le débat avec Brigitte Boucher de LCP. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis. Et Tam Tranui de Public Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir Francis. Et Brigitte, comment on va continuer sur évidemment la vaccination? Oui, vous en parliez à l'instant. Olivier Véran annonce la mise en place de 35 vaccinodromes. Or, il y a 2 mois, il ne voulait pas en entendre parler. Est-ce que c'est un échec de la stratégie du gouvernement, un aveu d'échec finalement? Non, au contraire, là, c'est l'inverse. C'est parce que maintenant qu'on reçoit plus de doses, effectivement, ça vaut le coup d'ouvrir de grands centres de vaccination. C'est pas la même stratégie tout à fait de passer par les pharmaciens, de passer par les médecins traitants ou de passer par les vaccinodromes? Vous savez bien que la seule solution pour sortir de cette situation, c'est effectivement de vacciner massivement et qu'on arrive tous à une immunité générale. Au début, on n'avait pas beaucoup de doses. Et donc, on s'est retrouvé avec certaines collectivités, certaines mairies, ou certainement ils avaient voulu se faire un petit peu de publicité. Moi, vous savez, je défends toujours les maires, je l'ai été 20 ans, mais je défends plutôt les petits que les grands-mères. Les grands-mères, ils ont tendance à faire un peu de poloche. Et donc, ils faisaient les malins à ouvrir 10 centres de vaccination. Quand vous ouvrez 10 centres de vaccination, alors que vous recevez 500 doses par semaine, à 50 doses par centre de vaccination, vous voyez bien que c'est pas la peine d'ouvrir des vaccinodromes pour faire 10 vaccins par jour. Il n'y a pas de vaccin, ils prennent du retard, et on attend toujours les AstraZeneca prévus pour cette semaine. Brigitte Boucher, vous savez parfaitement lire et vous connaissez parfaitement les chiffres. Là, on a eu 10 millions de doses, on aura 13 millions de doses le mois prochain. Donc désormais, il faut monter en puissance. C'est-à-dire qu'on a juste remis les choses à l'endroit. Plutôt qu'ouvrir des centres de vaccination pour faire 10 vaccins par jour, désormais on va ouvrir des vaccinodromes pour en faire des milliers. C'est plutôt une bonne nouvelle. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, dit qu'on n'a pas besoin du vaccin russe Spoutnik. Est-ce que vous y voyez-vous un choix sanitaire là-dedans ou un choix politique ? Dans les discussions que parfois on a avec Olivier Véran, dont je me demande s'il arrive parfois à dormir, parce qu'il travaille jour et nuit, ce garçon, pour réussir cette campagne de vaccination, on finissait par se faire la réflexion à force de commander des vaccins européens, pour la plupart. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve à un moment avec trop de doses. On en est loin. Mais aujourd'hui, on a commandé 200 millions de vaccins pour 66 millions de Français. Alors, pas besoin du Spoutnik. Il peut y avoir de la perte en ligne, mais il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas que nous cédions à l'affolement. On est capable aujourd'hui de monter en puissance, et avec 10 millions, demain 15 millions de vaccinés chaque mois, c'est pas la peine de rajouter 100 millions. Reposer la question. Non, mais l'idée c'était ce vaccin Spoutnik. Est-ce que vous y voyez un choix sanitaire ou un choix politique? Non, enfin, je ne vois pas de ségrégationnisme anti-slave sur ce sujet. Je pense qu'on a quand même cette chance malgré tout. Tant mieux, faisons un peu de cocorico européen. On a eu la chance, en moins d'1 an, de trouver un vaccin. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ce sont les Européens qui les ont inventés pour la plupart. Des Français, parfois, qui dirigent ces sociétés. Dommage qu'il n'y ait pas une société française qui ait pu le faire. Mais si on peut faire travailler les Européens pour guérir les Européens, mais oui, effectivement. Vous dites qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de doses, mais en fait, on en a acheté à l'échelle européenne et on les a distribuées en fonction de la population. Or, on voit là que l'Allemagne et l'Italie, eux, se disent prêtes à commander du vaccin Spoutnik. Donc, eux considèrent, par exemple, qu'ils n'ont pas suffisamment de doses et sont prêts du coup à prendre leur distance avec l'Europe. Liberté quasiment. Oui, mais chacun peut faire ses choix. Vous savez, en fait, l'important c'était de pouvoir faire des vaccinations avec une commande réalisée à l'échelle de l'Union européenne. À l'échelle de l'Union européenne, on sait qu'on a commandé de quoi faire 2 doses par Européens vivant sur le continent. Ça, c'est réussi. Maintenant, c'est mis en place. Alors, je vois bien que la pression est très forte. Vous savez, quand vous êtes sur le terrain... l'Allemagne, là, veut contourner l'Europe. Moi, je voudrais être vacciné immédiatement. Donc, vous avez tendance à commander et à surcommander. Regardons les choses. Enfin, à un moment... Donc, l'Allemagne a tort. On sait combien nous sommes. On sait qu'il y a besoin de 200 millions de doses. Si pour faire plaisir, on commande 100 millions de plus, vous savez, j'ai vu ça, moi, dans un certain nombre de campagnes de tests. La région Auvergne-Rhône-Alpes, à un moment, avait organisé une grande campagne de tests avant Noël. C'était plutôt une bonne idée. Ils ont commandé tellement de masques, de gants, de surblouses et de charlottes que maintenant, on en est à louer des entrepôts pour pouvoir les stocker. Oui, mais ça servira toujours. Non, parce qu'en plus, il y a un délai dans le... Oui. Vous savez bien, au bout de 2 ans, il faut les détruire. Donc, faisons attention. Il faut qu'on puisse vacciner tout le monde, qu'on commande le maximum, mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Tout ça, c'est de l'argent public. Pourtant, l'Allemagne, qui est très souvent citée comme exemple, pour vous, il ne faut pas que la France suive cet exemple. Il ne faut pas qu'elle commande, indépendamment de l'Union européenne, des nouveaux stocks de vaccins. Si aujourd'hui,
ceux qui nous fournissent les vaccins n'étaient pas en capacité de le faire. Vous avez vu les polémiques autour d'AstraZeneca. C'est ce que l'on a vu, évidemment, il faudrait avec se tourner vers les manques autres. Possibles. Mais si nous voulons tous céder à l'affolement et que demain on se met à commander 1 milliard de doses pour une population de 50 millions d'habitants, je suis sûr que vous me reposerez la question sur ce même plateau dans 6 mois. C'est pas de l'anticipation, c'est de l'affolement pour vous quand on voit AstraZeneca qui va avoir des difficultés. Si vous commandez 10 fois plus que vos besoins, c'est plus que de l'affolement. C'est du gaspillage d'argent public. Alors, il y a aussi la question des écoles qui se posent. Les cas dans les écoles augmentent. Est-ce qu'il est raisonnable pour vous de les garder ouvertes dans les 16 départements confinés, où il y a les mesures de freinage ? Aujourd'hui, on a eu très peu de cas de diffusion et de clusters dans les écoles. D'abord parce que la procédure qui a eu du mal à être mise en œuvre, ça a pris 3 ou 4 semaines, désormais fonctionne bien, c'est-à-dire que dès qu'il y a un cas, il y a un isolement, je le vois dans l'école de mon petit dernier, ça fonctionne très bien, la classe ferme, elle réouvre, là vraiment la procédure de précaution est très bien appliquée. Et oui, bien sûr, il faut laisser les écoles ouvertes, mais pour une raison très simple. Tous les pays ne font pas ce choix. Mais tous les pays ne font pas ce choix, nous avons fait ce choix, nous pouvons être fiers de ce choix, parce que qui souffre d'écoles fermées ? Les plus fragiles. Et puis les enfants. Ceux qui n'ont pas les moyens. Mais je parle bien des enfants. Oui, bien sûr. Les enfants les plus fragiles, c'est ceux dont le papa et la maman n'ont pas forcément fait d'études, n'ont pas forcément la disponibilité, ne peuvent pas s'occuper d'eux à la maison pour les faire progresser. Et en fait, vous élargissez encore plus les failles sociales. Et donc, il faut lutter absolument contre ça. Si on doit laisser une seule chose ouverte, ce sont les écoles. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, les enseignants doivent être vaccinés en priorité ? Oui, je le crois. Je l'ai d'ailleurs tweeté, je crois, la semaine dernière. C'est mieux de le dire sur un plateau. Je crois que les enseignants ne doivent absolument pas payer, même partiellement, les tests qu'on leur fait faire. Les tests salivaires qu'on leur fait. Même le 1 euro. 1 euro de reste à charge. Même le 1 euro. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça, c'est encore une histoire pour faire 3 sous d'économie. On ne fait pas d'économie sur les hussards noirs de la République auxquels on ferait payer leur uniforme. Ça ne marche pas, ça. Donc il faut que le gouvernement prenne les mesures pour qu'ils ne payent pas le reste à charge. Évidemment, il y a une discussion aujourd'hui, Olivier Véran est en train de travailler dessus, Mathieu est en train de travailler dessus. Je comprends bien, en fait, c'est à chaque fois la question. Ce reste à charge. En fait, c'est la question très simple, c'est la question du ticket modérateur, en fait, qui s'applique à tout le monde. Donc en fait, ça n'a pas été décidé contre les enseignants, mais je pense que symboliquement, on doit dire que les enseignants ne doivent pas payer leur masque, ne doivent pas avoir de ticket modérateur sur leur test et devront demain être prioritaires à la vaccination. D'accord, c'est ça que je voulais vous faire redire. Brigitte. Oui, vous êtes reçu demain à Matignon avec les autres présidents de groupe de la majorité. Qu'est-ce qui se prépare ? Bon, on travaille sur la Convention citoyenne, comme on le fait... sur le climat. Comme on le fait sur le climat, sur la grande loi sur l'écologie, où on a quelques sujets de fond sur lesquels il faut qu'on échange, parce que on a fait un pari extrêmement risqué. C'est la première fois, depuis le Grenelle de Jean-Louis Borloo, que nous allons faire un tel pas en matière écologique. Or, on ne veut pas avoir une démarche quasi théologique sur le sujet. On ne veut pas prononcer des interdictions sans solution. On veut pouvoir faire muter l'économie française vers plus de verdissement, en particulier en faisant appel à des énergies décarbonées. Sur quoi ça coince ? Qu'est-ce qui coince dans la majorité ? Les menus végétariens à la cantine ? Il y a 2 ou 3 sujets. Alors, il y a une polémique qui est en train de s'annoncer sur les menus végétariens. Je suis assez étonné. Vous savez, quand j'ai été maire, en 2015, j'ai mis en place dans toutes nos cantines, et pourtant on était une petite commune, 8000 habitants, 4 écoles, on a émis des petits selfs, où il y avait 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, et à chaque fois les combinaisons d'ailleurs avaient le même apport protéique, calorique. Ça permettait aux enfants de choisir. Si je veux le végétarien ou pas. C'était assez ludique, et il y avait toujours une combinaison végétarienne. Mais alors sur quoi ça coince alors ? On a vraiment un espèce de génie national à chaque fois pour inventer une polémique sur un sujet qui n'existe pas. Alors sur quoi ça coince ? C'est le lobby de la viande ? Vous êtes soumis au lobby de la viande ? Non, c'est parce qu'en fait, vous avez une partie des parlementaires, et je respecte toutes les opinions qui sont légitimes, une partie des parlementaires qui voudraient imposer qu'il n'y ait un menu que végétarien, et une partie des parlementaires qui sont opposés à ce qu'il y ait un menu végétarien. Bon, prenons une décision simple. On peut apprendre aux enfants à bien manger en leur permettant de choisir et faire des choix sans mettre du confessionnel, quel qu'il soit, que ce soit un confessionnel écologiste ou un confessionnel religieux,
dans l'assiette de nos enfants. C'est pas sur eux qu'il faut polémiquer. Alors, on va revenir, parce qu'on pensait, en vous posant la question, que ça aurait été autour d'arbitrage au cours de la crise sanitaire. On va revenir à la crise sanitaire. Oui, retour à la crise sanitaire, parce qu'il y aura un débat qui sera organisé mercredi à l'Assemblée nationale sur le suivi de la crise sanitaire. Vous, qu'est-ce que vous allez demander en tant que MoDem ? Sur la crise sanitaire, je pense que le travail qui a été fait par la mission d'information au Parlement a été un bon travail, même si d'aucuns ont essayé de l'instrumentaliser pour en faire des polémiques. Je crois qu'on ne s'est pas suffisamment posé la question de la réactivité lorsque nous prenions des mesures. Et je l'ai évoqué d'un mot tout à l'heure quand on parlait de l'attestation. Je crois que, vous savez, on n'a pas fait tout bien depuis un an, mais en tout cas, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et souvent, on a pris de bonnes décisions et on a eu de bonnes intuitions, mais souvent, l'application a péché. Alors, soit parce que le politique et l'administration nationale, soit parce que le politique et l'administration locale ont péché à mettre les choses en œuvre. Donc, qu'est-ce que vous allez demander à l'occasion de ce débat ? Et donc, on va demander à ce que nous puissions avoir une mission d'information pour tirer les conséquences en vue de l'avenir sur la forme en mode projet d'adaptation de l'administration. Il y a déjà une mission d'information qui s'est arrêtée, il y a eu une commission d'enquête. Bien sûr, et aujourd'hui on doit poursuivre ce travail. Ce sera une autre. Donc, réactiver un peu la mission d'information. Exactement, et c'est dans ce cadre-là. C'est intéressant ce que dit Brigitte, c'est réactivé ou c'est une autre ? Ah, c'est une autre. Une autre. Oui, parce que la mission est close. Mais en fait, vous savez, tout le problème de cette mission, c'était quoi ? C'était qu'on était en train de tirer des conséquences d'une crise, alors que la crise n'était pas terminée. Bien. Dire là, on peut penser que d'ici 6 mois, elle sera terminée. Qu'est-ce qu'il faut penser pour le futur ? C'est comment, un peu comme dans les grandes entreprises, il y a des services qui sont spécialisés dans le management du changement. Il y a des personnes qui sont capables de travailler en mode projet. Quand on est face à une crise et que les procédures dans ce cas-là doivent être nouvelles, comment on fait pour être meilleur, plus réactif ? Tab. Plusieurs ministres sont contaminés aujourd'hui. Le cas de Roselyne Bachelot, notamment, fait polémique. Elle a été prise en photo avec des artistes non masqués après une représentation à l'Opéra. Est-ce que pour vous, elle a manqué de prudence ? Écoutez, moi j'ai eu le Covid au mois de décembre, donc peut-être que j'ai été pas prudent aussi. Vous parlez des masques, oui, il faut qu'on se masque, il faut surtout qu'on évite les interactions sociales et dans des lieux fermés. Elle le sait, ça quand même, la ministre de la Culture. Donc ce contexte, on comprend que cette photo puisse faire polémique. Oui, mais vous savez, vous avez aussi des personnes qui mettent le masque tout le temps puis qui ont le Covid quand même parce qu'ils se sont retrouvés dans un lieu clos ou fermé. Et puis après, vous en avez d'autres qui, au contraire, ne mettent pas de masque, mais se retrouvent suffisamment éloignés les uns des autres ou suffisamment à l'air libre pour que ça passe. Moi, je ne veux pas dire... Il n'y a pas un devoir d'exemplarité des ministres quand même ? Non, mais je vais vous dire, dans votre question, il y aurait quelque chose de drôle à ce qu'un président de groupe de la majorité dise qu'une ministre, elle n'a pas pris ses précautions comme il faut et que c'est pour ça qu'elle a le Covid. Mais ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que j'envoie un message à nos concitoyens qui nous regardent que quand ils ont le Covid, c'est de leur faute. Non. Quand on a le Covid, c'est pas de votre faute. Aujourd'hui, on est touché par une épidémie. Alors, on va avancer. Je parle de la photo qui fait polémique, le fait qu'elle soit avec des personnes non masquées. C'est ça qui peut faire polémique. Après qu'elle ait attrapé le Covid, on ne sait pas dans quelles conditions. Dans cette société de réseaux sociaux et de chaînes d'information, n'importe quelle photo toutes les semaines, où vous pourrez expliquer que c'est toujours la faute des uns ou des autres. Moi, je pense que face à un problème, il ne faut pas trouver de coupable, il faut trouver des solutions. Sur les commerces. Oui, les commerces non essentiels donc sont fermés. Les TPE qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires réclament des aides supplémentaires, faut-il les leur accorder ? Par exemple, certains parlent de l'effacement de leurs dettes. Alors, vous avez 2 sujets. Sur les TPE, il y a la question du statut du dirigeant d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement des salariés, c'est heureux. Il y a un fonds de solidarité pour les entreprises, en particulier les plus petites. Ce fonds de solidarité permet de faire face à ces charges courantes. Le loyer, l'eau, l'électricité, les fluides, on connaît ça. Mais celui qui a pris les risques, celui qui est à la tête de l'entreprise et qui parfois depuis 1 an a du mal à travailler et à se faire un salaire pour lui-même, celui-là n'est pas accompagné. Et si demain son entreprise disparaît, il n'aura pas non plus concrètement, parce qu'il n'y a pas d'assurance chômage. Parce qu'il faut aller plus loin dans les... C'est la question en fait d'une garantie d'assurance chômage
Pour les chefs d'entreprise. Pour que les chefs d'entreprise, dans les plus petites entreprises, puissent être accompagnés dans ce moment où ce n'est pas de leur faute. S'ils ont dû abandonner leur activité, c'est parce que, naturellement, leur commerce avait été fait. Brigitte. Vous êtes attaché dans votre parti à la dette, notamment. Est-ce que le quoi qu'il en coûte a des limites pour vous? Est-ce qu'il faut penser à résorber cette dette? Il ne peut pas avoir de limite, parce que si vous n'accompagnez pas l'économie française aujourd'hui, ça coûtera plus cher demain. Et donc, si vous êtes favorable à ce que la France ne s'endette pas trop, il faut surtout penser que dans la décennie qui vient, si l'économie française s'effondrait, nous mettrions de la dette sur les épaules de nos enfants, plus encore. Et donc, ne concevons pas les efforts très importants que nous faisons pour soutenir l'économie comme simplement de la dette, comme de l'argent public qu'il nous faudra rembourser, mais au contraire, comme une façon de se sauver. C'est un investissement pour que ça ne nous coûte pas plus cher demain. Oui, mais alors vous n'avez pas répondu à la question. Il a avancé une idée qui est celle de faire participer une contribution en fait, des plus aisés. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin, porter cette idée au Parlement, et est-ce que vous allez le faire dans le prochain budget, par exemple? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à doubler ce plan de relance. Quand on, Donc passer de 100 à 200 milliards. Quand on s'adresse aux plus aisés, on leur dit quoi? On leur dit qu'on a besoin qu'ils mettent leur épargne, qu'ils mettent leur argent dans l'économie française. Et donc, je veux dire, sans forcément les surtaxer, leur dire que cet argent, vous vous en rendez compte, les Français ont mis plus de 100 milliards d'épargne de côté depuis 1 an. Ce sont les plus aisés. Si ceux-là, on est capable demain avec les banques de plus réinvestir dans l'économie française, on a un plan de l'État de 100 milliards et on pourrait avoir un plan des Français les plus aisés de 100 milliards de plus. Pas de taxe sur les plus aisés. Oui, enfin moi j'ai toujours été clair sur le fait que je considère qu'il y a une épargne dormante. Non mais répondez-moi, pas de taxe sur les plus aisés. Non, mais je m'explique. On a compris l'épargne. Mais... À un moment, il faudra mettre une taxe sur l'épargne dormante si celle-ci reste à dormir. Bien, Tam, une dernière question, peut-être, puisqu'on parlait d'écologie tout à l'heure, sur le projet de loi climat. Et oui, sur le projet de loi climat, l'écotaxe pourrait revenir par région dans ce projet de loi climat. Est-ce que pour vous, c'est le bon moment pour relancer ça, alors que ça pourrait peut-être réactiver le mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes dont on a aujourd'hui un procès. Réponse. Pour s'éviter, après les bonnets rouges, les Gilets jaunes, qu'on ne s'invente pas les manteaux oranges, d'abord, il ne faut pas dire qu'on veut rétablir la taxe carbone. Il y a la possibilité laissée aux conseils régionaux d'expérimentation dans chaque région d'une taxe spécifique, en particulier sur les véhicules les plus polluants, et on pense en particulier aux poids lourds étrangers qui souvent traversent sans rien rapporter aux régions. Ça leur permet de le faire. Mais regardons les choses en face. Dans notre économie, si nous voulons vraiment faire la mutation écologique, nous avons besoin de fixer un prix au carbone. C'est évident. Alors par exemple, toutes les décisions que nous prenons... En Auvergne-Rhône-Alpes, vous seriez favorable? Moi, je pense que vous avez des transports internationaux en Auvergne-Rhône-Alpes qui, si demain, étaient un peu plus taxés, nous aurions la capacité de financer le fret ferroviaire, les lignes Lyon-Turin. Donc vous seriez pour une écotaxe en Auvergne-Rhône-Alpes? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si Laurent Wauquiez veut mettre 1 milliard, comme il l'annonce, dans le Lyon-Turin pour faire du fret ferroviaire, il faudra qu'il trouve des ressources. Alors, comment le faire ? L'écotaxe. Pour que ce soit juste. Non, on va pas refaire si. Quand on parle d'argent, c'est très important. Oui, mais non, parce qu'on a du temps. Nous, l'argent, c'est le temps. Vous créez une fiscalité écologique, vous baissez la fiscalité traditionnelle à la même hauteur. Si vous faites plus 100 de fiscalité écologique, vous baissez la fiscalité traditionnelle en faisant moins 100 sur la fiscalité. C'est ce que vous souhaitez en Rhône-Alpes. Et là, vous faites une fiscalité plus. C'est ce que vous voulez faire en Rhône-Alpes. C'est ce que je souhaite, mais comme vous l'avez constaté, je ne suis pas président de la région. Non, mais c'est ce que vous souhaiteriez. Merci Brigitte et merci Tam, parce que le temps passe très vite. Merci beaucoup. Avec une centaine d'élus, vous êtes prononcés pour le droit de vote à 16 ans au municipal, dès l'âge de 16 ans. C'est dans le journal du dimanche hier. C'est quoi le message ? Le message, c'est qu'il faut ne fermer aucune porte pour revitaliser la démocratie dans notre pays. On sait que les jeunes votent très peu. Pas. Ben oui. Il y avait aux dernières élections nationales 55% des jeunes qui n'étaient pas allés voter. Et donc, mon collègue David Corsero a travaillé sur toute une série de mesures, sur l'engagement associatif, sur l'engagement humanitaire, sur le service national anniversaire. Et le message, c'est il faut qu'on réapprenne la citoyenneté. Il faut que nos enfants retrouvent l'envie d'aller voter. Et à 16 ans, vous pensez qu'ils auront envie d'aller voter parce que pour les élections municipales.
Vous ne pensez pas qu'il serait plus intéressé par la présidentielle? On parle allemand parce que, vous savez, après... Dans la République, c'est... Vous pouvez vouloir une révolution copernicienne dans notre droit pénal. C'est une question. Vous auriez pu dire 16 ans pour la présidentielle, je vous réponds très précisément. Si vous leur dites, vous avez le droit de voter à 16 ans, mais seulement pour la présidentielle, vous êtes obligé de faire des modifications très profondes du code pénal pour aligner le statut pénal. Du code pénal, puisqu'il faudrait ensuite aligner, parce que ça deviendrait une majorité au sens plein du terme. D'accord, ok. Et donc, il faudrait modifier le code. En l'occurrence, donner la possibilité à des jeunes de voter dès 16 ans pour choisir leur maire, pour qu'ensuite, ils apprennent ce jeu démocratique, ce goût d'aller voter, de sortir de chez soi pour décider un peu de son avenir. Et ça leur permettra, peut-être, ça fait partie d'une des multiples possibilités. Vous pensez que ça verra le jour, ça ? De venir. Ah, moi, je pense qu'on y viendra. Vous savez, pas dans ce quinquennat. Pas dans ce quinquennat. Non, mais on a bien compris qu'il y avait un certain nombre de réformes institutionnelles qui allaient devoir faire l'objet d'une vaste réforme à partir de la législature prochaine. On accueille maintenant Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis. Bonsoir Patrick Mignola. Bonsoir Yves Tréhard. Alors, on regarde, on observe la vie du MoDem et on se dit que le MoDem, en ce moment, il est dans une zone de turbulence. Parce que vis-à-vis de la majorité présidentielle et du président de la République, il y a beaucoup de thèmes qui n'avancent pas et qui vous sont chers. Parce qu'il y a des élections régionales et que vous avez du mal à trouver un point d'équilibre. On va reparler des régionales, mais d'abord sur les thèmes. François Bayrou, qui est vraiment l'homme qui a réussi d'ailleurs à faire élire le président de la République, en tient pour la proportionnelle. Et là-dessus, le président de la République semble avoir complètement mis ça de côté, comme d'ailleurs la Banque de la démocratie, vous vous souvenez, c'était aussi l'idée de François Bayrou, comme vous en avez parlé tout à l'heure, le doublement du plan de relance. Vous n'êtes pas un peu vexé quand même et maltraité? Non, mais il faut jamais mettre d'amour-propre dans la vie politique, sinon on s'arrête tout de suite de faire ça. Mais le sujet institutionnel est un sujet sur lequel malheureusement on n'a pas pu avancer parce que il s'est abîmé au cours d'un été avec l'affaire Benalla, alors que cette majorité s'apprêtait à prendre des décisions qui étaient fondamentales. Réduction du nombre de députés, installation d'une dose de proportionnelle. Et aujourd'hui, moi je ne crois pas que ce soit le président de la République qui ait fermé la porte. Pour le moment, ce sont les parlementaires qui ont fermé la porte. Parce que, vraiment... Les parlementaires de la majorité, attention macronistes, parce que les autres, ils sont tous d'accord. Alors, les Républicains étaient fortement opposés. Le Parti Socialiste était majoritairement opposé. Et de toute façon, il fallait quand même que la majorité trouve une voie. En l'occurrence, Christophe Castaner, Olivier Becht ont vraiment travaillé. Ils ont bossé avec les députés, mais il y avait, dès lors qu'on n'était plus sur la version initiale du président de la République, c'est-à-dire la réduction du nombre de parlementaires et une dose de proportionnelle qui aurait nécessité un redécoupage, ils avaient autant de versions qu'il y avait de députés. Pour autant, il ne faut pas perdre le but. Mais Patrick Mignola, justement, cessez la voie parlementaire, faites un référendum. Mais c'est exactement la proposition de François Bayrou, et je ne doute pas un instant qu'il n'abandonnera pas son combat. Parce que là, sinon, s'il ne gagne pas ce combat-là, François Bayrou, au commissaire de la République, on entend peu parler de lui, il a du mal à se faire entendre, à faire des propositions quand même vis-à-vis auprès du président de la République. Je crois pas. Moi, vous savez, dans le dénouement de la crise des Gilets jaunes, puis dans l'élaboration du plan de relance, puis dans ce que nous avons écrit sur la vie avec le Covid. François Bayrou fait progresser des idées, mais aujourd'hui, il n'est pas dans une situation où il veut exister pour exister. Il veut être influent pour être utile aux Français. François est passé dans ce moment de sa vie, et je pense que c'est précieux pour la vie politique et que c'est loin d'être désagréable pour lui, il est passé dans ce moment où il préfère faire bouger les choses que valoriser sa personnalité. Est-ce qu'il est clair qu'on est à un an, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, que François Bayrou, qui a été déjà candidat 3 fois à cette élection, sera derrière le président de la République si celui-ci se représente? Écoutez, moi je vois... parce qu'il y a beaucoup de si dans votre question, mais je peux au moins vous dire ça. Je vois une relation entre les deux hommes qui est une relation empreinte de respect, d'amitié, d'admiration et de conversation très constructive dans un moment difficile que passe le pays. Et donc pour répondre à la question, n'imaginerais pas
je n'imaginerais pas que Emmanuel Macron ne continue pas de s'appuyer sur François Bayrou, comme Richard Ferrand, comme Christophe Castaner, comme toutes ces personnalités qui, au fond, fabriquent au quotidien ce que nous sommes. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques semaines, le président de la République, dans un entretien à un site internet qui s'appelle Brut, a dit « Si jamais je ne suis pas en mesure de me représenter », ce qui avait surpris tout le monde d'ailleurs, je ne me représenterai pas. Est-ce qu'à ce moment-là, François Bayrou serait le recours ? Il pourrait l'être, il fait partie des leaders naturels de la majorité présidentielle, donc oui, il en a la capacité, il a surtout cette qualité formidable de ressentir l'opinion publique. Oui. Alors, on peut être en accord ou en désaccord avec lui, mais il a cette qualité principale dans la vie politique française de ressentir le bon sens populaire, de ressentir un certain nombre d'attentes profondes. Donc oui, évidemment, il peut faire partie des leaders naturels. Des recours, vous avez. Et il le ferait. Et il a le sens du devoir. Il a le sens du devoir. Je crois surtout qu'il a envie, parce qu'il s'est battu pour faire survivre cette grande famille centrale dans la vie politique française. Qui n'est plus centriste, qui est centrale. Pour la faire revivre. Ensuite, maintenant, il a envie évidemment de la pérenniser. Elle est centrale ou centrale seulement ? Dans cette vaste majorité centrale, vous avez un courant centriste, on va dire canal historique. C'est le vôtre. Le nôtre. D'accord. Mais il n'est pas exclusif. Alors, parce que naturellement, il doit continuer de s'élargir. Il y a d'ici à quelques semaines des élections régionales, deuxième quinzaine du mois de juin. D'abord, est-ce que vous êtes attaché à son maintien? Il y a eu un appel de 10 présidents de conseils régionaux, dans le Figaro, de droite vous et de voulez pas le gauche, dire, qui ont dit il faut que ces élections aient lieu. Vous êtes sur cette longueur d'onde? Enfin, moi, je pense que c'est toujours difficile de décaler les dates d'élection. Alors, j'y suis favorable, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. J'ai bien compris que, vous savez, quand vous êtes président de région sortant... Il n'y avait pas de modem dedans. Et que vous savez... non, parce qu'il n'y a pas encore de président de région modem. Mais j'espère bien que Geneviève Darrieussecq et Marc Fesneau vont arranger ça dans les quelques mois qui viennent. Mais vous avez des sortants qui se disent, au fond, qu'il faut tenir les élections parce que c'est le bon sens démocratique, dont acte. Ils savent aussi... de la politique, et vous savez ce qui s'écrit dans votre excellent journal. C'est-à-dire qu'au fond, si on est en période de crise sanitaire et qu'il y a des conditions difficiles pour faire campagne, et puis qu'ensuite il y a peu de participation, ils ont d'autant plus de chances d'être réélus. Donc je pense que cet appel dans vos colonnes n'est pas tout à fait dénué d'arrière. Oui, mais vous dites quand même qu'il faut les garder en juin. C'est politique cet appel. Bien sûr. Il n'est pas démocratique, il est politique. Je crois qu'il est un peu démocratique, mais qu'il n'est pas dénué de calcul politique. Alors, le MoDem, c'est pour ça que je disais qu'il y avait une zone de turbulence, c'est que dans beaucoup de conseils régionaux, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France, Hauts-de-France d'ailleurs, il y a des conseillers régionaux MoDem qui ont dit qu'ils allaient continuer à suivre la majorité, le président sortant, en l'occurrence, qui est LR ou de droite en tous les cas. Est-ce que vous allez les exclure de votre mouvement, ces conseillers régionaux? Non, on procède jamais par exclusion. Ouais. C'est jamais arrivé. Aujourd'hui, on n'a jamais exclu, sauf pour vraiment des raisons de discipline ou de fait. Ça a dû arriver une fois ou deux, mais on n'exclut pas par principe. Mais si on peut s'arrêter là-dessus un instant. C'est pas par calcul, c'est pas en se disant qu'on va faire élire quelques modems sur la liste des présidents sortants et d'autres modems plus nombreux sur les listes de la majorité présidentielle. Parce que vous savez, si d'aventure il doit y avoir des fusions d'entre-deux tours, par définition, ceux qui sont avec les présidents de région sortants seront les premiers sortis lors de la fusion. C'est simplement parce qu'on n'aime pas procéder par procès stalinien. Il y en a certains que je comprends. Au fond, ça fait 6 ans qu'ils ont travaillé. Yann Wehrling, par exemple, est une figure qui compte. En Île-de-France. Bien sûr. Puis il se dit, j'ai travaillé pendant 6 ans avec Valérie Pécresse. J'ai envie de travailler, de continuer à travailler avec elle. Ça peut s'entendre. Mais parce que Yann Wehrling est une personnalité politique, qui a été secrétaire national des Verts, qui a été secrétaire général du MoDem, lui, je le comprends un peu moins que les autres. Ah. Parce qu'il sait très bien que ça a un impact, ce qu'il fait. C'est en train c'est en train d'abîmer, au fond, la majorité présidentielle et entraînant avec lui 5 ou 6 autres, peut-être qu'il les condamne à n'être pas élus. Donc je pense que pour la famille politique que je représente et pour ces personnes qui sont mes amis, je pense qu'il a fait un mauvais choix. Il a fait un mauvais choix. Une dernière question. Oui, une dernière, mais ça va vite. On parle beaucoup du Front républicain. Si d'aventure il y avait 3 listes... au deuxième tour, ici ou là, dans quelques régions, et que vous soyez sur la 3e liste
troisième, par exemple, notamment avec la majorité présidentielle. Est-ce qu'il faut vous retirer pour empêcher et faire barrage au Rassemblement national ? Oui, mais moi je pense qu'il faudra partout où c'est nécessaire faire évidemment barrage au Front National, dont je déteste qu'il essaye de continuer sa dédiabolisation. Ce sera jamais un parti politique comme les autres. Mais on peut aussi le faire en fusionnant plutôt qu'en se retirant. Pourquoi ? Quand on travaille sur des élections locales, il faut faire des rassemblements. Et il faut pouvoir se dire, on peut être différent, mais pour travailler au service d'une région, au service d'un département, on peut travailler ensemble. Merci Yves. Merci Patrick Mignola. Merci Yves. Merci beaucoup. On va maintenant, tout à l'heure, accueillir deux parlementaires qui vont débattre avec vous. Mais d'abord, une question sur le 8 avril. Vous savez, ce jour-là, il y aura une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour autoriser l'euthanasie en France. C'est un sujet sensible. Question simple, réponse simple. Quelle sera la position du MoDem ? La liberté de vote, parce que sur tous les sujets de société, il y a liberté de vote. Et vous ? Moi, à titre personnel, j'y suis personnellement favorable, politiquement très défavorable. Personnellement favorable parce qu'au fond, comme tous les Français, je préfère mourir dans la dignité que dans l'indignité. Et j'ai envie que ces sujets, qui sont des sujets dont on peut parler tous les jours, soient évidemment évoqués. En revanche, je pense que c'est un sujet qui peut profondément diviser la société française au moment où on n'a déjà même pas appliqué la loi précédente. Donc c'est pas le moment de le faire, c'est ça que je voulais dire. Je suis parlementaire, c'est pas que c'est pas le moment, c'est que c'est le moment d'appliquer la loi précédente. D'accord. La loi Claes-Leonetti, elle n'est même pas appliquée à 50%. Il y a 12% des Français qui ont fait aujourd'hui leur directive anticipée. C'est-à-dire qui ont écrit un papier disant ce qu'ils veulent faire quand ils arriveront en fin de vie. 12%, ça augmente de 2% par an. Si on n'accélère pas sur la loi Claes-Leonetti, elle sera appliquée dans 45 ans. Bien. Tout dans l'ordre. Quoi. Appliquons les lois avant de par sédimentation successive, rajouter toujours des lois. Même si philosophiquement, vous n'êtes pas contre. On va maintenant accueillir les deux parlementaires qui vont débattre avec vous. Et donc ces deux parlementaires sont Esther Benbassa et Robin Reda qui nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être ici. Je vais vous présenter un par un. Esther Benbassa, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, vice-présidente du tout nouveau, on va dire encore récent, groupe écologiste au Sénat. Et Robin Reda, vous êtes, vous, député Les Républicains de l'Essonne et apparenté, parce que vous êtes membre de Libre, qui est le parti de Valérie Pécresse, ce qui est une nuance supplémentaire à droite. Et vous vouliez tous les deux évoquer avec Patrick Mignola, on va peut-être commencer par ça, vous irez très vite, hein, Robert Reda, sur l'UNEF, l'islamo-gauchisme et toutes ces questions qui sont au cœur de l'actualité. Peut-être Robert Reda, qui vous commencez ? Je ne sais pas. Alors, Robert Reda, allez-y. Et vous irez dans la conversation. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, cher Patrick Mignola. Moi, je voulais aborder effectivement avec vous un sujet qui est important et dont nous avons débattu déjà à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines et qui a réactivé avec la polémique autour du syndicat étudiant, l'UNEF, dont la présidente a reconnu avoir organisé avec ce syndicat étudiant des réunions dites en non-mixité, soit réservées aux femmes, soit réservées à des publics qu'elle appelle racisés, c'est-à-dire en gros les personnes non blanches. Je crois que nous sommes, et nous sommes beaucoup à le penser peut-être, nous sommes dans une dérive que l'on appelle racialiste, c'est-à-dire de personnes, et en particulier chez les jeunes, qui au prétexte de lutter contre les discriminations réactivent des luttes et à défaut de lutte des classes réactivent une forme de lutte des races dans notre société. À l'Assemblée nationale, avec mon président de groupe, Damien Abad, avec un certain nombre de députés Les Républicains, nous avions demandé au président Richard Ferrand il y a quelques semaines de créer une mission d'information, une mission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les dérives du décolonialisme, de l'identité racialiste à l'université. Pour le moment, cette demande, elle est restée lettre morte de la part du président de l'Assemblée nationale. Je voulais savoir si, en tant que président de groupe du MoDem, vous seriez d'accord pour réactiver cette demande, pour que les parlementaires se saisissent de ce qui s'apparente à une dérive à la fois dans le milieu universitaire, le milieu scolaire, le milieu étudiant. Alors vous répondez, puis Esther Benbassa rebondira parce qu'elle n'a pas évidemment le même point de vue. Oui, moi je suis favorable évidemment. Et puis de toute façon, chaque groupe, dont le vôtre, M. Reda bien sûr, peut demander des commissions d'enquête parlementaires. C'est un sujet important, mais je ferai presque la distinction entre ce qu'on a vu de l'UNEF et qui doit faire l'objet, pour moi, d'une réaction de la part du gouvernement ou de la part des mairies. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui s'applique. Moi, j'ai une boussole, c'est la loi Guesso. C'est la loi contre le racisme, celle de 1986. S'il est avéré, et ça paraît assez évident, puisque ça a été avoué en tant que tel, que l'UNEF a utilisé des réflexes,
des méthodes, des procédures qui peuvent s'apparenter à du racisme, dans ce cas-là, il faudra en tirer toutes les conséquences. Après, sur toutes les questions, moi je pense que c'est très compliqué de continuer à financer par du financement public, direct ou indirect, en mettant des salles à disposition ou en versant des subventions, une association étudiante dont le but normalement est de travailler au service des étudiants, mais qui en l'occurrence a un ressort qui est un ressort politique qui pourrait réactiver le racisme. Espère de mettre ça. On ne va pas être d'accord, mais vous savez, les réunions non mixtes ont commencé en France dans les années 1970. Le MLF est né dans cette mouvance. C'était des réunions de parole, d'échanges entre femmes qui pouvaient s'exprimer mieux, plus facilement lorsqu'il n'y avait pas les hommes. Et comme vous le savez, la parole, c'est le pouvoir. Enfin, on ne va pas faire maintenant de la psychanalyse. Néanmoins, ces réunions ont donné naissance au mouvement féministe. Pour ce qui concerne l'UNEF, ces réunions n'étaient pas seulement racialisées, à savoir que des femmes blanches aussi, blanches entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, blanches, mais ayant besoin de se réunir ou sujettes au sexisme, des LGBT qui pouvaient être de peau blanche, sujets à l'homophobie. Il y a à savoir qu'on ne peut pas seulement mettre en avant cette racialisation, parce que là, ça serait une erreur. Et deuxièmement, je suis professeur d'université. Écoutez, ce n'est pas le moment, lorsque nos étudiants sont en détresse alimentaire, en détresse de toutes sortes, essayer de focaliser sur cette question, parce que ça, ce genre de choses, y compris l'islamo-gauchisme, ça déshonore l'université, les universitaires et les étudiants. Je vais vous poser cette question sincèrement. Monsieur, pensez-vous qu'en essayant d'arrêter la pensée, la réflexion, la diversité à l'université des réflexions de la pensée, on va arriver à quelque chose. Il y a des dérives, bien sûr. Vous croyez qu'il n'y a pas de dérives? Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. On a tout ramené à un phénomène qui va un jour créer une sorte de, entre guillemets, macartisme à la française. Voilà. Il y a aussi la pauvreté, la précarité étudiante, disait Esther Benbassa. Vous avez parfaitement raison, et d'ailleurs l'UNEF ferait mieux de s'occuper de la détresse étudiante plutôt qu'essayer de mettre en scène, en réalité, ce type de dérive. Parce que, vous avez raison, au fond, il y a parfois besoin de se retrouver en comité plus restreint ou en comité plus confidentiel pour que la parole se libère. Et vous avez parfaitement raison de le dire. Mais en l'occurrence, la présidente de l'UNEF est venue sur une grande radio un matin pour expliquer, valoriser et exploiter politiquement ce qu'elle faisait. Elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, ce faisant. À sa décharge, je dirais qu'elle a été longuement interviewée là-dessus. Mais bon, je le dis en tant que journaliste, si vous le permettez. Elle a été cuisinée. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Parce que tous les débats doivent être ouverts à l'université, dans la limite de la loi, de ce que fixe la loi. Boussole, loi Guesso. Tous les sujets peuvent être ouverts, mais demain, vous n'aurez pas le droit, et heureusement, c'est l'honneur de la France, d'ouvrir un débat sur le révisionnisme ou un débat raciste. Et encore heureux, c'est précisément pour ça que nous faisons tous des lois. Mais j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que c'est être racialisé? Faire une réunion où les non-blancs ne seraient pas là, c'est à partir de quel pourcentage de non-blancs qu'on peut exclure quelqu'un d'une réunion? Alors, vous voyez la dérive qu'on est en train de toucher? On est quasiment dans les lois des années 30 contre lesquelles nous avons combattu. Non, alors on ne va pas rapprocher ce qui s'est passé à l'UNEF avec le fascisme. C'est un des... Ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. Oui, Monsieur Blanquer, sa parole n'est pas sacralisée quand même, on peut la critiquer. Mais est-ce que moi j'ai le droit d'aller participer à une réunion de l'UNEF? Oui. Et moi, je suis désolé, mon papa était orphelin, je ne sais pas remonter jusqu'à mon grand-père. Est-ce que j'ai un pourcentage de non-blancs suffisant pour aller dans une réunion de l'UNEF?
D'accord, il faut pas s'arrêter sur ce mot. D'ailleurs, le mot blanc ne me convient pas. Ça veut dire que il faut dire, bon, il y a des gens qui sont racialisés. Racialisés, c'est quoi? C'est, par exemple, j'exagère, être femme, noire et lesbienne, disons. À ce moment-là, vous avez le prototype de la personne racialisée. C'est vrai que tout cela vient des universités américaines où la politique a été remplacée par ces questions. J'y ai enseigné, j'ai été dans plusieurs universités américaines. Il y a eu des exagérations. Il ne faut pas arriver à cela. Ça, c'est vraiment dommage parce que nos jeunes font de la politique. Ils ne s'attardent pas que sur ça. Mais il ne faut pas non plus diaboliser, faire la chasse aux sorcières, parce que les étudiants, les enseignants ont besoin de respirer aussi et d'être libres dans leur réflexion. Robert Reda vous écoute, il veut réagir à vos propos et après on va relancer le débat avec... Oui, c'est à la fois une réaction et puis une question que j'ai envie de poser presque à tous les deux sur le plateau. La première, c'est que ce qu'évoque Esther Benbassa, je suis évidemment radicalement contre cette conception dite de l'intersectionnalité, c'est-à-dire du cumul des discriminations pour absolument jouer sur le sentiment victimaire. Moi, j'en peux plus de cette société où on veut absolument créer des victimes, alors qu'il faudrait que l'on crée, notamment dans un modèle de méritocratie républicaine, des nouveaux héros, des gens qui ont envie de porter leurs différences, et elles peuvent exister, y compris dans la République, mais qui ne se réduisent pas à leur couleur de peau, à leur origine, à leur religion ou à leur genre. Ensuite, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on est toujours à l'aise en France avec le modèle universaliste républicain qui ne reconnaît que des êtres humains, que des citoyens libres et qui ne classe pas les gens en fonction justement de leur origine, de leur communauté. Y compris le président de la République et une partie de sa majorité n'ont pas été à l'aise sur cette question-là pendant toute la première partie du quinquennat jusqu'à ce que le fameux discours des Mureaux vienne un peu solder la question avec une position présidentielle un peu plus franche sur la question des communautarismes qui n'ont pas à s'exprimer dans la République et un souhait non avéré d'importer des modèles anglo-saxons. Et je crois qu'il faut nous prémunir de ça en relançant une politique antiraciste, et il faut l'assumer en France universaliste, c'est-à-dire qui lutte contre toutes les discriminations sans exception et sans donner des sortes d'avantages aux uns et aux autres en fonction de leurs origines, et que l'on combatte très fortement le modèle anglo-saxon qui est une tentation à la fois chez les libéraux de la majorité d'Emmanuel Macron et bien sûr chez la gauche la plus radicale. Patrick Mignola, il y a un combat commun entre les États-Unis aussi, un peu. C'est une partie du mouvement intellectuel des États-Unis. Patrick Mignola, répondez. Moi, je suis contre toutes les formes de communautarisme et je ne crois pas que la République, telle qu'elle a été conçue en France, en fait, être français, c'est plus un destin qu'avoir une religion, appartenir à une ethnie ou parfois même partager une langue, parce qu'on peut avoir des langues différentes. Et Robert Reda vous dit qu'il peut y avoir une tentation, y compris même au sein de la majorité. Alors, dans les rangs d'En Marche, par exemple. Moi, je crois que la majorité est très à l'aise sur ce sujet, à une distinction près, avec ce que vous dites, Monsieur Reda, et auquel je souscris globalement. C'est que je ne pense pas qu'il faille aller chercher des prétextes mémoriels pour nous diviser. C'est sûr. En revanche, nous sommes obligés de reconnaître que nous vivons dans une société où, si vous n'êtes pas né au bon endroit, si vous n'avez pas le bon nom, si vous n'avez pas la bonne allure, la manière de vous déplacer ou de vous habiller, si vous n'avez pas autant de sous que les autres, vous avez moins de chance. Et les codes, si vous n'avez pas les codes. C'est ça. En fait, vous savez, c'est plus dur d'aller faire Sciences Po et de devenir un nouveau héros de la République si vous avez été élu dans un quartier difficile de Chambéry. Et je pense que c'est à ces jeunes-là qu'il faut s'adresser. Et pas seulement en Seine-Saint-Denis, pour ne pas justement cataloguer. Exactement. Vous avez des jeunes ainsi dans la ruralité qui sont dans cette difficulté. Bien sûr. Et au fond, ce que vous dites l'un et l'autre se retrouvent. Vous prenez des chemins différents pour le dire. Mais qu'est-ce qu'on cherche tous ? On cherche à atteindre une égalité réelle dans cette société. Or, quand certains partent avec 5 ou 7 mètres de retard sur les autres pour courir le 100 mètres, c'est beaucoup plus difficile. Bien. Et en fait, c'est vers eux que toute notre action publique doit tendre. Bien.
Vous Je vouliez voulais dire un petit mot à M. Reda, très rapidement. Vous parlez de communautarisme. Écoutez, quand des femmes se réunissent, elles ne font pas du communautarisme. C'est quoi le communautarisme des femmes? 50% de la population mondiale, le communautarisme des femmes sera un peu difficile on va pas faire expliquer. Le débat devant notre arbitre central. Oui, il n'attend que ça, vous voulez dire. Bon, non, mais je vous écoute avec attention, mais je vous promets que quand on se réunit en Savoyard, on n'est pas communautaire. Voilà. Bon. Vous êtes d'accord? On accepte même une sénatrice. Bien. Alors, on va maintenant... Esther Benbassa, Oui, Esther Benbassa, vous vouliez parler du projet de loi climat. Voilà. Patrick Mignola, je vous laisse intervenir. Comme vous le savez, le texte climat et résilience est passé déjà en commission spéciale. La Convention citoyenne pour le climat n'est pas très satisfaite du texte, étant donné qu'elle craint que la mise en place des mesures, parce qu'il y a des bonnes mesures aussi dans ce texte, ne puisse pas réduire de 40% en 2030 l'émission de gaz à effet de serre, puisque, comme vous le savez, on est en décalage. L'Europe s'est déclarée pour 55% en 2030. Votre question. Et en raison du pacte vert européen. Alors, moi, je vous pose une question. Vous qui êtes au MoDem, un parti honorable, qu'est-ce que vous comptez faire pour accélérer la transition écologique en prenant en considération la situation économique et sociale actuelle et ne pas laisser faire de cette loi une demi-loi comme le craignent les écologistes? Patrick Mignola vous répond. Je crois qu'il y a deux priorités. La première priorité, c'est justement, comme vous venez de le dire, compte tenu de la situation économique et sociale, profiter du plan de relance pour qu'il ait une priorité principale, c'est le verdissement de l'économie. Vous savez, si demain, toutes les entreprises de France peuvent bénéficier d'une énergie décarbonée, ce qui signifie, et là nous allons différer, que, à mes yeux, il faut maintenir une filière nucléaire en France. Parce que de toute façon, pour les 30 ans qui viennent, nous voyons bien qu'on aura toujours besoin du nucléaire pour obtenir une énergie décarbonée. C'est une chance absolument extraordinaire. Jusqu'à ce que d'autres énergies, que l'hydrogène, que les énergies renouvelables, puissent être développées. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure en un mot, je pense vraiment qu'on a besoin d'une fiscalité écologique. Et nous devons la construire tous les parlementaires ensemble, Assemblée et Sénat ensemble. Vous savez, tant que vous ne fixez pas un prix au carbone, de toute façon, vous ne lutterez pas pour la décarbonation de l'économie. Et moi, je pense qu'il faut baisser les impôts traditionnels et augmenter les impôts écologiques. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira, parce que c'est ça la seule voie. Vous l'entendez bien, Esther Benbassa, vous êtes d'accord? Oui, mais ce n'est pas la seule voie, n'est-ce pas? L'énergie est une solution intermédiaire, puis il faudrait passer aux énergies non fossiles. Il faut qu'on s'attelle aussi plus activement à la rénovation des bâtiments. L'alimentation, un chèque alimentation pour qu'on puisse manger bio. Un chèque alimentation est porté par une députée MoDem, Yolène de Courson. Voilà. Bon, nous attendons les résultats. Robert Reda, vous voulez revenir sur la proportionnelle? Parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être pas beaucoup de gens contre, mais si à LR vous êtes contre. Et vous voulez en parler avec Patrick Mignola. Je crois pas qu'il n'y a que les Républicains qui soient... Non, mais vous êtes là, vous, ce soir. Je voulais remuer un peu le couteau dans la plaie, même si j'ai bien compris que c'est un débat que nous aurons probablement à l'échelle nationale l'année prochaine. Et je sais que c'est une proposition de longue date du MoDem et de M. Bayrou. Moi, je me suis engagé en politique à 16 ans. Je me suis engagé en politique pour la France, pour mes idées aussi, mes convictions, dans mon parti politique de l'époque, l'UMP, mais surtout pour rencontrer des Françaises et des Français, pour rencontrer modestement les habitants de ma ville et ensuite les habitants de ma circonscription. Je crois fondamentalement que l'élu doit être connecté au terrain et que ce qui reste de proximité, après la loi sur le non-cumul des mandats, qui a profondément déconnecté, on l'a vu sur cette législature, les parlementaires, les députés de leur terrain électoral, ce qui reste de cette proximité doit être préservé.
Et c'est là où le scrutin majoritaire continue, à mon sens, d'être un scrutin important. Parce qu'il y a un lien direct entre l'électeur et le candidat. Soit on instille une dose de proportionnel comme vous le proposiez, ça ne change quasiment rien au profil de l'Assemblée nationale, soit on passe dans la proportionnelle intégrale telle que veut le faire in extremis M. Bayrou, soi-disant par référendum, et on change totalement de régime politique avec des risques qui, à mon avis, n'accroîtront pas la représentativité des Français. Parce que les Français ne se lèvent pas le matin en se disant « est-ce que mon député va défendre les positions du bureau politique de la veille, de LR, du PS ou de MoDem ?» Donc est-ce que vous pensez vraiment que cette proportionnelle, c'est une affaire de représentativité des Français à l'Assemblée nationale ou une affaire de représentativité du MoDem dans n'importe quelle majorité existante dans notre pays? La question est bien posée, mais je ne veux pas la prendre sous l'angle MoDem. C'est évidemment, le sujet, c'est le lien avec la population, c'est ce lien charnel qu'on doit avoir avec nos électeurs, sinon c'est pas intéressant de faire de la politique. Je ne crois pas du tout que la proportionnelle empêche ce lien. Moi, j'ai été élu maire dans un scrutin proportionnel avec prime. J'ai été élu conseiller régional dans un scrutin proportionnel avec prime. Je constate que les sénateurs sont élus aux 3/4 à l'élection proportionnelle, et je ne ferai jamais le procès aux sénateurs de ne pas être en proximité, pas seulement avec les élus, y compris avec la population. Vous savez, les gens sont très contents quand ils voient arriver un sénateur dans une manifestation, parce qu'ils sont en face d'un parlementaire, ils peuvent échanger avec lui. Et au fond, en 1986... Vous ne pouvez pas vous en souvenir, M. Reda. Moi, je m'en souviens un peu, parce qu'à l'époque, c'est moi qui avais 16 ans. Je vous laisse le dire. Et à l'époque, en 1986, ce lien direct dans mon petit département de la Savoie, il était réel parce qu'il y avait des parlementaires qui étaient accrochés à leur territoire. Vous savez, au fond, la proportionnelle, ça sert surtout à une chose. Ça nous oblige à nous comporter différemment au niveau national, à être capable de construire des majorités de projets ensemble, à se regarder différemment. Pourquoi? Alors que souvent, quand je vous entends parler dans l'hémicycle, je suis d'accord avec 90% de ce que vous dites. Pourquoi j'ai pas le droit de le dire? Pourquoi on n'a pas le droit de travailler ensemble pour bâtir des majorités ensemble? Si, Robert Reda va vous dire, c'est pourtant ce que vous avez fait en critiquant le ralliement de M. Verling à Mme Pécresse. Les gens... Non, parce que Yann, vous savez bien, Yann, au fond, il avait envie de travailler avec vous parce qu'il apprécie Valérie Pécresse. Moi, j'aurais préféré que Valérie Pécresse tende la main à la majorité présidentielle. Et qu'elle passe au-delà des logiques de parti. Et malheureusement, la proportionnelle, si on pouvait garder un lien départemental, ce serait le minimum. Mais c'est surtout que c'est la loi des partis, du choix des partis et des jeux d'appareils partisans par des petites logiques. Est-ce que les gens aiment la politique aujourd'hui? Non. Alors que pourtant nous sommes élus au scrutin majoritaire. Est-ce qu'ils aimaient la politique en 86? Est-ce qu'ils aimaient la politique en 86? Est-ce qu'ils aimaient la politique quand ils ont fait rentrer 30 députés FN à l'Assemblée? Est-ce que la représentativité des Français était améliorée? Non, mais un mot seulement. Oui, je vous en prie. Nous, on est pour la proportionnelle intégrale, comme vous le savez. Et je me suis posé la question, pourquoi vous êtes revenu sur la proportionnelle? Vous étiez d'accord au départ, puis vous êtes revenu en disant qu'on n'avait pas la possibilité actuellement de mettre la proportionnelle à l'ordre du jour. Par la voie parlementaire. Voilà. Mais par la voie référendaire, c'est toujours possible. M. Bayrou se bat pour la proportionnelle. Alors qu'est-ce qu'il vous arrive? Mais vous pouvez le faire à nos côtés, parce qu'on se bat pour la voie référendaire. C'est pas parce que la voie parlementaire paraît bouchée qu'on peut pas obtenir le référendum. Allez, il est temps maintenant d'aller faire un tour par le Figaro Live. Vous nous attend Vincent Roux. Vincent, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez retenu dans le fil d'actualité que vous suivez? Une question à Patrick Mignola. Ce qui marque les lecteurs du Figaro, c'est l'impact psychologique et économique du confinement. Alors, question à Patrick Mignola, qui est un élu des Alpes. Député de Savoie. Député de Savoie, bien entendu. Les remontées mécaniques sont fermées. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas trop duré? Et est-ce que vous pensez que finalement, il faudrait les rouvrir? Alors, vous savez, je vais vous faire une confidence, ça va être difficile de skier au mois de mai-juin. En tout cas, ça ne nous servira à rien. En revanche, il faut absolument les soutenir. La réouverture, donc l'ouverture aujourd'hui ne serait plus utile, et au contraire, vous feriez travailler les gens pendant 15 jours, 3 semaines, ils perdraient plus d'argent que ce qu'ils ont déjà perdu jusqu'à présent. En revanche, on a pris des mesures de soutien qui sont très importantes pour que l'économie directe de la montagne ne s'affaisse pas. Ce sont des mesures qui sont inimaginables, à nul autre pareil. Un plan d'investissement, imaginez-vous, dans un département comme la Savoie,
c'est 300 000 € d'argent public par heure qui est distribué au monde économique. Et Vincent ? Est-ce que malgré ces aides, vous ne craignez pas que des stations fassent faillite? Alors peut-être pas en Savoie, mais dans d'autres chaînes, dans le Massif central, dans les Pyrénées? Alors vous avez parfaitement raison, mais toute la montagne est concernée. Il n'y a pas de différence entre les massifs. Et donc ce n'est pas forcément des stations qui peuvent être en faillite. Ce sont des entreprises qui travaillent en amont ou en aval de ce circuit. Pensez à quoi? Rossignol, les équipementiers? Des belles boîtes comme Rossignol, comme Poma, aujourd'hui, sont en train de regarder si elles ne vont pas être obligées de faire des plans sociaux. Donc il va falloir qu'on atteigne vis-à-vis de cette deuxième vague économique de vrais objectifs avec des fonds participatifs et que l'argent public cette fois vienne pas seulement en soutien mais vienne au capital pour passer la mauvaise année l'an prochain. Merci Vincent, et je remercie aussi Esther Benbassa et Robin Reda qui sont venus sur ce plateau. Merci à vous Patrick Mignola d'avoir subi votre audition publique, une émission qui revient lundi à 19h30. Merci, bonne soirée.